Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. C'est jeudi, c'est les questions d'actualité. D'actualité aujourd'hui dominées encore une fois au Sénat dans les couloirs par les propos tenus par Laurent Wauquiez sur le RSA. Beaucoup de sénateurs se posent la question de la stratégie de l'UMP et notamment après les propos de Jean-François Copé qui a dit que le RSA serait notamment l'un des curseurs de la campagne de 2012. On parlera évidemment de cette problématique après les questions on refait la séance aux alentours de 16h. Autre problématique qui intéresse les Français et qui intéresse beaucoup les sénateurs, la sécheresse qui sévit actuellement sur la France. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, va s'exprimer normalement en milieu d'après-midi lors d'une réunion. Mais tout de suite, direction l'hémicycle pour la séance de questions. D'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que là où le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. Je voudrais auparavant, il nous rejoindra, remercier le président Romani pour l'hommage qu'il a rendu au début de notre séance d'hier soir pour nos soldats engagés sur l'ensemble des théâtres d'opérations extérieures et de l'avoir fait au nom du Sénat tout entier. La parole est à notre collègue monsieur Jacques Ralite pour le groupe communiste, républicain, citoyen et sénateur du Parti de gauche. Vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Culture. Une vive émotion s'est emparée d'historiens et archivistes à l'annonce de la mise aux enchères, le 18 mai par Sotheby's, d'écrits de la main de Robespierre entre le 25 janvier 1792 et le 26 juillet 1794. C'est un véritable trésor mémoriel gardé par la famille du conventionnel Lebas pendant plus de 2 siècles qui doit absolument intégrer le patrimoine public. L'action de Robespierre, homme d'État hautement responsable dans un moment de tourment, grand orateur, a marqué notre histoire nationale en profondeur. Vous avez été sollicité, monsieur le ministre, notamment par la commission des affaires culturelles du Sénat unanime, pour faire barrage à la marchandisation de l'incorruptible. 3 moyens existent pour empêcher l'abandon au marché de ces précieux documents. Acquérir ces lettres à la vente publique en achat simple, utiliser le droit particulier de l'État de préempter en vente publique, refuser le certificat d'exportation des manuscrits. À ce jour, ils sont inemployés. Il faut aussi une institution culturelle d'accueil, Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque Mazarine ou Bibliothèque de l'Assemblée nationale et du Sénat qui aurait honneur à recevoir les écrits d'un grand parlementaire. Il faut enfin un budget, mais le ministère soumis à la RGPP a réduit les crédits d'acquisition, moins 50% en 10 ans, au point qu'on nous dit manquer d'argent pour acheter les émouvants écrits de Maximilien Robespierre. La mise à prix de Sotheby's est de 200 à 300 000 euros. Qui croira qu'un ministère revendiquant un musée de l'histoire de France ne peut réunir ce crédit qui permettra la mise en partage d'un grand moment de notre histoire. Comment ? De notre histoire et l'enrichissement de ses sources. Aujourd'hui, par France Domaine et les nouvelles menaces contre l'inaliabilité des œuvres dans les musées et archives, une politique démissionnaire et désespérante se déplisse. Tout n'a pas valeur marchande. Or, la pratique ministérielle multiplie les actes bâtis sur elle. L'acquisition des 113 pages de Robespierre est un achat vertueux. L'initiative de la Société des études robespierristes de lancer une souscription publique et le niveau des réponses indique l'ampleur citoyenne de cette démarche. C'est là une grande politesse républicaine. Que l'État prenne sa part légale, sa part morale, sa part d'implication responsable qui doit être inébranlable, sa part de courtoisie. Monsieur le ministre, ne laissez pas faire un outrage à ce bien commun, à ces documents si éclairants de notre histoire nationale. Il ne reste que 6 jours. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le ministre Jacques Ralite. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Frédéric Mitterrand, qui, comme vous le savez, est actuellement au Festival de Cannes. Je connais, eh oui, il fait son métier de ministre de la Culture. Je connais, monsieur le ministre, comme chacun dans cet hémicycle, votre intérêt et votre grande connaissance des questions liées au patrimoine historique. Et je tiens à ce niveau-là à vous rendre hommage. Robespierre, quoi qu'on pense du personnage, fait partie de l'histoire politique de la France.
je vous remercie d'exprimer ici la préoccupation qui est la vôtre. Le gouvernement n'ignore évidemment pas la vente prévue le 18 mai prochain d'un ensemble d'archives concernant Robespierre constitué de brouillons, de discours, d'articles et d'une lettre largement inédite et couvrant la période de janvier 1792 à juillet 1794. Le ministre de la Culture et de la Communication a d'ailleurs demandé à ses services d'expertiser cette collection. Je crois qu'il vous l'a dit ce matin. Monsieur le ministre, chacun connaît les moyens dont dispose l'État pour faire en sorte que ces documents soient mis à la disposition de l'ensemble des citoyens. Vous venez de les citer, je ne vais pas y revenir. Soyez certain que le ministre de la Culture et de la Communication est vigilant et qu'il prendra au nom de l'État toutes ses responsabilités. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure les moyens de l'État et vous avez dit à ce jour, ils ne sont pas employés. Mais vous avez dit qu'il restait encore quelques jours. Vous comprendrez que l'usage par l'État de ces moyens d'intervention nécessite, pour être efficace, une certaine discrétion. Toute pression politique qui obligerait l'État à dévoiler ses intentions lors de la vente porte préjudice à la cause que vous entendez défendre et que nous partageons et pourrait également entraîner un accroissement du coût d'achat de ces manuscrits pour les finances publiques, donc pour les contribuables. Ça s'appelle la spéculation. Voilà pourquoi je ne dirai rien des instructions de l'État, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Éric Deluger pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, le monde est en totale mutation. Les entreprises évoluent à un rythme soutenu. Le gouvernement en a tiré la conséquence qui conduit à la nécessité d'adapter notre organisation territoriale à notre temps. Il a initié un très long débat, commencé en 2009 et achevé en 2010, avec la loi sur la réforme des collectivités territoriales. Permettez-moi une courte citation du président Gérard Larcher. L'achèvement de l'intercommunalité qui a fait l'objet d'un large consensus dans nos débats est la condition de la pérennisation du maillage du territoire national par nos 36 682 communes auxquelles nous sommes très attachés. Dans l'article de la loi sur l'intercommunalité voté ici, nous avons défini des règles et décidé des délais. Les 4 grands principes adoptés sont simples et clairs. Pas d'interco inférieur à 5 000 habitants, sauf exception. Couvrir 100% du territoire par l'interco, processus qui vient de débuter dans le cadre des commissions départementales. Ne pas laisser de communes isolées et réduire, quand cela est possible, le nombre des syndicats. Monsieur le ministre, dans toutes les lois, il y a l'esprit et la lettre. Or, nous constatons, dès la mise en action des commissions, que l'esprit n'est plus là dans une majorité de départements. Certains représentants de l'État font du zèle et prennent des mesures parfois maximalistes, allant jusqu'à diviser par 2, voire plus, le nombre d'intercos. Ce n'est pas dans la loi et encore moins dans l'esprit. Ce n'est ni acceptable ni tolérable. Seul l'interco d'adhésion est acceptable. Monsieur le ministre, à la demande du président du Sénat, du président de l'AMF, de nombre d'entre nous, vous avez cosigné avec M. Guéant, ministre, une lettre circulaire à tous les préfets leur demandant, je cite, de donner de la souplesse afin de faire émerger des solutions partagées. Bonne nouvelle, mais accueillie avec certaines précautions pour plusieurs raisons. Au-delà du 31/12/2011, les membres de la commission interco auront-ils toujours le pouvoir d'amendement? Quelles sont les conséquences patrimoniales, financières et fiscales des propositions des schémas et leur impact en matière de personnel? Monsieur le ministre, vous avez compris que 37 000 élus souhaitent que les schémas se fassent dans le consensus et non dans la contrainte. Le délai n'est pas l'écueil principal. Rassurez-vous, il y a des départements où l'exercice se passe bien. Mais sachez qu'il en est où la révolte gronde. Cet exercice ne doit pas être une lutte entre vos représentants et les élus. Une réforme aussi importante et d'une telle ampleur mérite le plus grand soin. Merci de rassurer l'ensemble des élus en précisant que l'esprit du texte sera respecté et que la loi ne doit pas être réécrite hors du Parlement. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Deluger, j'ai bien compris que vous exprimez au travers de votre question un sentiment qui peut trouver écho sur de nombreux bancs de cette Assemblée et au-delà. Permettez-moi simplement de répondre
que nous avons connu déjà plusieurs étapes dans l'application de cette loi. La première a été tout simplement la mise en place des commissions départementales de l'intercommunalité, et nombreux étaient ceux qui d'ailleurs avaient émis un certain nombre de doutes quant à la mise en place de ces commissions. Je veux dire que globalement, ces commissions se sont mises en place sans difficulté, puisque dans 65% des départements, donc environ 65, il y a eu une seule liste, et que dans 5 départements, il y a eu effectivement vote, mais avec une seule liste aussi. Donc 70% des départements, donc 70 départements, les choses se sont passées sans élection et sans difficulté. Dans 30 départements, il y a eu plusieurs listes, mais en général, cela s'est passé aussi sans difficulté. Et je me félicite du climat qui a régné pour la mise en place de ces commissions départementales. Aujourd'hui, nous sommes à la présentation par les préfets du schéma, c'est-à-dire ce qui a été élaboré comme étant la base de discussion à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Je voudrais rappeler ici que d'abord, au travers des textes que nous avons envoyés, ensuite au travers des propos que nous avons eus en direct avec les préfets, et enfin au travers de la circulaire que nous avons envoyée aux préfets, nous avons rappelé la nécessité d'établir la concertation la plus étroite possible avec les élus. Il s'agit bien de faire ensemble un travail qui permettra, au travers d'une coproduction, d'arriver au résultat que nous avons tous souhaité ici. Je me rappelle qu'au Sénat, en particulier, il y a eu, sur ce qui concerne l'intercommunalité, comme ça a été rappelé, une très large convergence, faisant en sorte que nous puissions travailler avec confiance. Nous avons donc rappelé, au niveau des préfets, ce souhait exprimé d'aller vers l'établissement de PCI qui soit mieux conforme aux besoins sur le terrain d'une possibilité d'action efficace, mais nous avons demandé aussi que le dialogue soit le plus long possible et le plus fructueux possible. Et nous avons indiqué que s'il y a des difficultés qui font en sorte que nous devions dépasser la date limite du 31 décembre, eh bien nous aurons l'occasion de l'examiner, parce qu'il s'agit de faire en sorte que sur autant de sujets que possible, nous puissions travailler de façon convergente entre, d'un côté, les représentants de l'État, à savoir les préfets, et de l'autre côté, les élus locaux sur le terrain. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le sénateur, à votre question très précise. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Beillet pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires européennes et concerne l'absence de plus en plus flagrante d'unité, de solidarité et de volonté politique de l'Union. Les exemples pris dans l'actualité ne manquent pas, et je n'en citerai que 3. Notre voisin allemand décide d'arrêter ses centrales nucléaires sans même consulter ses partenaires européens. Or, une telle décision, nous le savons, est lourde de conséquences sur la politique énergétique de l'Union et sur l'approvisionnement énergétique de chacun de ses membres. Faut-il rappeler que la construction européenne a commencé avec une politique énergétique commune, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Désormais, nous tournons le dos à cette volonté. Autre sujet, la Syrie, et toujours la même impuissance pour affirmer une volonté politique forte. L'Europe adopte certes des sanctions, mais timides et à minima. Paris, Londres et Berlin ne parvenant pas à convaincre leurs partenaires de la nécessité d'inclure le numéro 1 syrien, tristement célèbre par les temps qui courent et dans l'actualité, sur la liste des personnalités concernées par le gel des avoirs et les interdictions de visa d'entrée dans l'Union européenne. Sur un tel sujet, touchant aux valeurs fondatrices de l'Europe, à savoir le respect des droits de l'homme, il n'est pas acceptable que l'on fasse preuve d'autant de frilosité et d'un tel manque de volontarisme. Quand l'Europe parlera-t-elle enfin d'une seule et même voix, d'une voix ferme et sans ambiguïté face aux despotes et aux tyrans? Troisième exemple très différent, c'est la suppression par la Grande-Bretagne des crédits du remorqueur géant chargé de la sécurité maritime en Manche. À partir du 30 septembre, cette zone à très haut risque va perdre son remorqueur de haute mer, prêt à intervenir 24 heures sur 24 pour secourir les bateaux en difficulté. Jusque-là, ce navire était affrété conjointement par la Grande-Bretagne et la France. Or, notre voisin a décidé de mettre un terme à sa participation et nous a placés devant le fait accompli. Décision inacceptable, puisque nous savons que 200 millions de tonnes de matières dangereuses transitent par ce détroit, et surtout qu'un quart de nos capacités nucléaires se situe sur ce littoral,
Chacun sait que Flamanville, Gravelines sont des centrales refroidies à eau de mer. Qu'arrivera-t-il s'il y avait des nappes de pétrole à la dérive? Comment, Monsieur le ministre, la France entend-elle faire face, sachant que les spécialistes savent très bien que nous sommes beaucoup plus exposés que les Anglais? Alors, Monsieur le ministre, l'Europe est en panne, l'Europe est en crise, ses États membres se replient sur eux-mêmes et le principe pourtant fondateur de solidarité se trouve remis en cause de toutes parts. Quelles initiatives, Monsieur le ministre, la France propose-t-elle pour donner force et unité à une Europe qui a tant besoin de coordination et de solidarité? Et devant un tel enjeu, ne croyez-vous pas, Monsieur le ministre, que vous auriez mieux à faire que de montrer du doigt, stigmatiser les Français les plus fragiles? Je veux parler bien sûr des allocataires du revenu de solidarité active. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Wauquiez, ministre chargé des Affaires européennes. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bailey, vos convictions pro-européennes sont connues et elles sont respectées. Je voudrais juste, à travers votre question, que nous puissions refaire l'évolution qui s'est faite depuis 4 ans sur le front européen. Prenons la situation il y a 4 ans. Une Europe qui n'avait plus de traité, une Europe qui n'avait plus de capacité de décision, une Europe qui était en difficulté sur des sujets majeurs tels que l'euro. Observons ensemble en 4 ans, avec les initiatives qui ont été portées par le Président de la République et la majorité, les avancées qui ont été faites sur les sujets les uns après les autres. Un traité, le traité de Lisbonne qui a permis de sortir de l'impasse du traité de constitutionnel. La présidence française, qui notamment au moment de la Géorgie a permis de montrer la capacité de l'Europe à réagir collectivement. L'euro, euro qui n'avait pas de mécanisme de défense et de solidarité et qui, malgré les réticences des uns et des autres, a permis de se doter pour la première fois, pour défendre notre monnaie commune contre les spéculations qui visaient à la fragiliser, d'un outil de défense commun. Gouvernance économique, sujet pour lequel vous-même vous avez souvent plaidé, et d'ailleurs qui comporte des sujets sociaux, Monsieur Bailey, et qui permettront aussi d'aborder des thématiques telles que la cohésion sociale, ou la valorisation du travail, ou les questions de formation professionnelle. Convergence fiscale, enfin, sujet, Monsieur Bailey, pour lequel aussi vous aviez souvent plaidé, et qui connaîtra une première avancée avec la possibilité d'une coordination des bases de l'impôt sur les sociétés. J'y ajouterai enfin un point sur lequel on vous a également souvent entendu intervenir, la question de la réciprocité dans notre politique commerciale et notamment dans nos rapports avec la Chine. Restent bien sûr des sujets plus difficiles, sur lesquels l'Europe ces derniers temps a eu plus de mal à afficher un front commun. Je pense d'abord à la question de la Libye, sur laquelle le ministre d'État Alain Juppé s'est battu sans relâche. L'Europe a d'abord permis d'avoir un certain nombre de positions communes fortes en matière de sanctions. Pour le reste, sur l'application de la résolution 1973, vous le savez, il y a eu des divergences entre la France et l'Allemagne, mais mesurons là encore le chemin qui a été parcouru entre une Europe impuissante qui s'était révélée à Srebrenica et à l'inverse la capacité à avoir réagi malgré tout sur ce qui s'est passé en Libye. Je reviendrai enfin sur ce que vous avez dit sur l'énergie. En matière nucléaire, les différentes options restent des choix qui appartiennent aux États membres. Par contre, l'Union européenne, avant même les graves incidents de Fukushima, avait pris des positions communes en promouvant les plus hauts standards de sécurité, non seulement pour l'Europe, pour ses voisins, mais aussi à l'échelle du monde. Monsieur Bailey, je vous rejoins. L'Europe traverse des crises. Mais malgré ces crises, l'Europe avance. Et l'Europe politique n'a jamais autant progressé qu'au cours des 4 dernières années. Et ce sera un des points de bilan solides du Président de la République. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Jacqueline Gourault, pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Vous me permettez de ne pas crier avant que je parle. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, mes chers collègues, au moment où les préfets présentent les schémas départementaux de coopération intercommunale et alors que les députés viennent de voter le projet de loi consacré uniquement au nombre de conseillers territoriaux suite à la censure de l'article 6 de la loi de 2010, il m'a semblé opportun de revenir sur la réforme des collectivités territoriales afin de vous poser plusieurs questions. Première question, Monsieur le ministre, pourquoi justement avoir commencé à l'Assemblée nationale la première lecture de cette loi sur le tableau de répartition des conseillers territoriaux? N'aurait-il pas été logique, voire constitutionnel, de commencer par le Sénat? Deuxième question, que devient la loi qui doit mettre en place le système de fléchage pour l'élection concomitante
au suffrage universel, des conseillers communautaires et des conseillers municipaux, et bien sûr en même temps et conséquemment le niveau du seuil à partir duquel le scrutin de liste sera obligatoire. Troisième question. Alors que près de 60 projets départementaux de coopération intercommunale sont parus, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Bien évidemment, je ne ferai pas de commentaires sur ces projets par département, mais, Monsieur le ministre, je voulais simplement vous dire, faites attention à ce que les élus soient bien associés, c'est un peu la question de mon collègue Doligé tout à l'heure, car je suis sûre que, comme moi, vous savez que la réforme ne peut pas se faire sans eux, ou plus grave encore, contre eux. Je me permets d'ailleurs de citer les propos du président du Sénat, Gérard Larcher. J'ai reçu ce matin, j'ai reçu une lettre du président ce matin. Vous permettez que je cite ? La consécration de la commune comme cœur de notre démocratie locale conduit à privilégier une intercommunalité d'adhésion. Aussi, Monsieur le ministre, voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, je peux poser mes questions ? Aussi, Monsieur le ministre, voudriez-vous me dire ce qui se passe ? Car, à mon avis, le texte mérite d'être explicité. Si une majorité des 2/3 n'est pas obtenue pour modifier la carte présentée par le préfet, doit-il présenter un nouveau projet à la CDCI ? Quatrième point. Il va falloir rapidement. Je sais, je vais terminer, mais vous allez voir, c'est très important. La fusion des communautés semble avoir été choisie comme règle assez fréquente par les préfets. Et je voudrais attirer votre attention sur une difficulté majeure, Monsieur le ministre, pour la mise en place de ces nouveaux EPCI. En effet, en cas de fusion, l'application de la loi est immédiate en ce qui concerne la mise en œuvre du tableau du nombre de conseillers communautaires, ainsi que le plafonnement de l'exécutif à 15 vice-présidents. Monsieur le ministre, alors que le gouvernement souhaite une réforme constructive, vous mesurez bien que ces paramètres compliquent la mise en place de ces fusions. Autant après un renouvellement général des municipalités. Mais c'est important. Non. Autant après un renouvellement général des élus municipaux et communautaires, il est facile d'expliquer et d'appliquer les nouvelles règles. Autant en cours de mandat, il est difficile de changer les règles du jeu. Il va falloir en effet vraiment que vous vous penchiez sur ce sujet, Monsieur le ministre, parce que c'est une réalité. Allez, Monsieur le ministre, en moins de 2 minutes 30, vous vous penchez là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jacqueline Gourault, voilà 4 questions complémentaires à la question de Monsieur Doligé de tout à l'heure. Alors, je vais donc essayer de répondre très rapidement. J'ai déjà dit l'esprit dans lequel ça fonctionne. Quand même préciser en quelques mots, pour dire qu'au niveau de la mise en place des commissions départementales, ça s'est bien passé. Et les discussions, la plupart du temps, ont bien démarré au niveau des commissions départementales. Quelques débats parfois un peu houleux, mais globalement, ça s'est bien passé. Alors, sur les 4 questions que vous m'avez posées, je vais donc essayer de répondre de façon la plus précise et la plus rapide possible. Premièrement, pourquoi est-ce que nous avons présenté le projet de loi fixant les effectifs des conseils territoriaux d'abord à l'Assemblée nationale? Pour répondre tout simplement parce que ce texte ne porte pas sur l'organisation des collectivités territoriales, mais sur le nombre de circonscriptions d'élection du nouveau conseiller territorial. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel désormais bien fixée sur ce point. Le deuxième point, vous le savez, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est que le tableau avait été introduit à l'Assemblée nationale et il a paru logique, comme il a été introduit à l'Assemblée nationale, de le présenter d'abord en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Le deuxième point que vous avez évoqué concerne l'avenir du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, ce qu'on appelle le projet de loi numéro 61, qui est le dernier étage de ce qu'on appelle la fusée réforme des collectivités territoriales. Alors, ce texte est sur le bureau et a été déposé sur le bureau, au bureau du Sénat. Et il est évident qu'il sera débattu par la Haute Assemblée dès que l'agenda parlementaire le permettra et en tout état de cause, dans un calendrier cohérent avec la mise en œuvre effective de conseil territorial en 2014. Vous avez notamment posé à ce sujet la question du seuil en ce qui concerne les élections au scrutin de liste. Je veux redire ici ce qui a déjà été dit par le Président de la République et le Premier ministre, à savoir que le seuil actuel qui est prévu dans le texte, qui est de 500,
habitants, eh bien, le gouvernement a déjà fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à ce que le Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, puisse revoir ce texte à 1000 ou 1500. Ce sont des chiffres qui ont déjà été indiqués. Le troisième point, je continue. Vous me demandez ensuite ce qui se passera si le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet rencontre des oppositions sérieuses au moment de sa mise en œuvre. J'ai déjà expliqué tout à l'heure en réponse à M. Doligé qu'il est possible dans des situations de blocage d'aller au-delà du 31 décembre 2011. Mais je veux dire aussi que la loi prévoit que jusqu'au 1er juin 2013, le préfet aura la possibilité de s'en écarter si cela est nécessaire pour créer un EPCI cohérent en termes de périmètre, de compétences ou de ressources. Le préfet devra alors consulter la commission départementale de coopération intercommunale qui pourra modifier le projet du préfet à la majorité des 2/3 pour être très précis dans la réponse. La dernière chose, si cela est nécessaire, à moins que je ne le fasse tout à l'heure, si j'ai encore à intervenir, donc c'est ce qui concerne les responsabilités. C'est clair que entre le 1er juin 2013, donc date ultime de mise en œuvre de la réforme, à savoir notamment la fusion des EPCI, et le printemps 2014, qui sera la future élection au niveau des conseillers municipaux et donc des EPCI, eh bien, il y a une période d'un peu moins d'une année pendant laquelle, il est vrai, entre les anciens conseillers communautaires et les nouveaux conseillers communautaires, il y aura des besoins d'ajustement. C'est vrai que dans les nouveaux dispositifs, il n'y a que 15 vice-présidents possibles, mais il sera possible d'avoir des membres de conseils communautaires avec délégation, donc pour compléter la représentation. Sur le reste, nous aurons l'occasion d'y revenir si vous le permettez. Bien, mes chers collègues, on va essayer de se reprendre au point de vue du temps. La parole est maintenant à monsieur Claude Jeannereau pour le groupe socialiste et pour 2 minutes 30. Je demande à chaque... Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question était initialement destinée à Monsieur le Premier ministre. Au début de cette semaine, un ministre de votre gouvernement annonçait le dépôt d'une proposition de loi, je le cite, pour que les allocataires du RSA soient obligés d'accomplir un travail d'intérêt général non rémunéré et pour que le total des minima sociaux ne puisse dépasser 75% du SMIC. Ces propos, mes chers collègues, visent d'abord à faire croire aux Français qu'il est possible de gagner plus avec le RSA qu'avec un revenu du travail. C'est faux, le RSA ne le permet pas. Il y a une différence de 660 € entre le RSA et le SMIC. Comment peut-on s'en prendre ainsi aux plus pauvres et tenter d'opposer ceux qui ont un peu à ceux qui n'ont rien? Nous aurions préféré entendre cette vertueuse indignation sur le bonus des banquiers, jusqu'à 4,5 millions pour l'un d'eux, à mettre en face du RSA 460 € par mois. Et pour faire bonne mesure, ce ministre propose aussi que les étrangers ne puissent pas bénéficier des minima sociaux s'ils ne sont pas depuis 5 ans au moins en France. Mais, mes chers collègues, c'est déjà le cas. L'article 3 de la loi RSA l'a ainsi prévu. Alors, pourquoi revenir sur une telle question? À quoi joue-t-on? Affirmer que le RSA concurrence le travail est bien entendu contraire à l'esprit même du RSA. Mais c'est méconnaître surtout la réalité quotidienne vécue par nos concitoyens les plus en difficulté. Mes chers collègues, ils ne demandent ni la charité, ni l'assistance. Et le travail obligatoire n'est évidemment pas la réponse. Ils veulent un vrai emploi, un vrai travail qui leur permette de vivre dignement et décemment avec leur famille. Et c'est pour ça que nous, élus locaux, nous mettons en place dans nos départements les actions d'accompagnement et de formation nécessaires. Mais vous en conviendrez, nos efforts n'ont de chance d'aboutir que si la croissance et l'emploi sont au rendez-vous. C'est là la principale condition, mais c'est d'abord la première responsabilité de votre gouvernement. Or, les problèmes demeurent, force est de le constater, chômage, précarité, manque de logement. Et désigner les plus pauvres d'entre nous à la vindicte n'est pas digne et ne résout rien. Nos valeurs républicaines, faut maintenant conclure. Nos valeurs républicaines, la fraternité notamment, sont gravement mises en cause. Ma question est simple et elle s'adresse au Premier ministre. Quelle suite envisagez-vous de donner à la proposition de votre ministre sur le RSA? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur Claude Jeannerat, le gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté un des objectifs majeurs de sa politique. Pour cela, il a procédé à des mesures de revalorisation de l'ensemble des minima sociaux sans précédent. Je veux rappeler quelques chiffres. C'est ainsi que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy sera augmentée de 25% l'allocation d'adultes handicapés qui passe de 621 € à 776 €. Cela concerne 900 000 personnes. De la même façon, le minimum vieillesse a été augmenté de la même façon et cela concerne 600 000 personnes. Quant au revenu de solidarité active, il constitue une des avancées sociales majeures du quinquennat de Nicolas Sarkozy et nous voulons le conforter et le protéger. Il a permis de mieux rémunérer les allocataires qui acceptaient de passer à une activité salariée. C'est ainsi que ces allocataires touchent en moyenne 170 € supplémentaires, c'est-à-dire 2 mois de SMIC, creusant ainsi l'écart entre un revenu d'inactivité et un revenu d'activité. Nous avons ainsi sorti 210 000 personnes de la pauvreté grâce au système du RSA. Et c'est un système souple puisqu'il y a un flux de 80 000 personnes qui rentrent et qui sortent du dispositif chaque mois. Donc ce système est perfectible, bien sûr, et nous y employons. C'est ainsi que, effectivement, en cette période de crise, de sortie de crise, il faut augmenter les mécanismes d'insertion. Il était un peu normal que cette insertion professionnelle soit moins réalisée que le revenu de subsistance. C'était tout à fait compréhensible. Il faut simplifier le dispositif. Et puis, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la monoparentalité est devenue un facteur massif d'exclusion et de pauvreté. Et avec les caisses d'allocation familiale, je m'attache à trouver les dispositifs qui vont permettre de sortir ces familles monoparentales de la pauvreté et de la précarité. Oui, je regrette peut-être, Monsieur Jeannerat, que vous n'ayez pas cru bon de voter ce dispositif du RSA quand il a été présenté. Votre critique serait plus substantielle et plus justifiée. Le RSA est une grande avancée du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nous en sommes fiers et nous allons le conforter. Merci. Madame la Ministre, la parole est maintenant à notre collègue Christian Cambon pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Dans le lent et difficile mouvement qui agite actuellement le monde arabe, les événements récents en Libye et en Syrie nous montrent avec quelle force et au prix de quels sacrifices ces peuples veulent marcher vers la démocratie. Et pourtant, les pays de la vieille Europe semblent adopter une attitude très différente face à ces révolutions. En Libye, les opérations aériennes, en application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, neutralisent jour après jour les forces du colonel Kadhafi qui tentent de réduire au silence l'opposition. La France a engagé des forces navales et aériennes conséquentes et apporte sa contribution dans le respect et la stricte exécution des directives de l'ONU afin de hâter les solutions politiques seules issues à cette situation. Mais au même moment, en Syrie, si proche de notre cher Liban, les aspirations populaires expriment avec la même intensité qu'en Libye leur soif de démocratie. Or, nous assistons là, impuissants, à une répression féroce et sanglante de la part du gouvernement syrien. Nous constatons hélas que les membres de l'Union européenne peinent à trouver des réponses et à mettre en œuvre des sanctions susceptibles d'interrompre ces massacres. La France, par votre voix, Monsieur le ministre d'État, a regretté le manque de sévérité de ces sanctions adoptées récemment par nos partenaires européens. Nous le savons, la Syrie assure un rôle particulier dans la stabilité et la paix au Proche-Orient, notamment pour la résolution du conflit israélo-palestinien, dont elle est évidemment partie prenante. Toutefois,
Jusqu'où pourra-t-on tolérer le massacre de ceux qui rêvent de démocratie? Et comment expliquer aux opinions françaises et européennes cette différence de traitement entre les deux pays? Alors, Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous indiquer à notre Assemblée quelles initiatives la France, en relation avec ses voisins européens, peut-elle prendre pour faire cesser ces exactions et ouvrir la voie à une solution politique, seul chemin dans cette région pour conduire à la paix et à la démocratie? Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Cambon, votre question me permet de réaffirmer de manière solennelle que la France ne fait pas deux poids et deux mesures quand il s'agit de l'aspiration des peuples à la liberté, du respect des droits de l'homme et de la marche vers la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons affirmé très clairement que la répression en Syrie était intolérable et ne devait pas être tolérée. Nous avons commencé par demander aux autorités syriennes de tenir compte de ces aspirations populaires et de s'engager dans un programme de réforme ambitieux. Nos appels n'ont pas été entendus et le gouvernement syrien a choisi tout au contraire une répression sauvage. Les morts se chiffrent par plusieurs centaines aujourd'hui. Des tanks ont été utilisés contre des manifestations populaires et c'est inacceptable. Alors nous ne nous sommes pas contentés de condamner, nous avons tout fait pour agir. D'abord, dans l'instance suprême qui décide de la paix ou de la guerre au niveau mondial, à savoir le Conseil de sécurité. Nous avons préparé avec nos amis britanniques un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que ce projet de résolution soit voté. Et cela pour au moins trois raisons. D'abord parce que 2 membres permanents ont fait savoir qu'ils s'y opposeraient. Ensuite parce que les pays arabes ne se sont pas engagés comme ils l'avaient fait pour le vote de la résolution de 1973 concernant la Syrie. Et en troisième lieu parce que la majorité des 9 voix nécessaires au vote d'une résolution n'est pas aujourd'hui réunie. Nous ne renonçons pas. Nous continuons à travailler au Conseil de sécurité. J'ai contacté hier, tout récemment encore, mon collègue brésilien et ma collègue sud-africaine pour les convaincre de nous aider dans cette voie. Nous avons ensuite agi au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. D'abord en obtenant la condamnation de la Syrie par ce Conseil des droits de l'homme et l'envoi d'une mission d'enquête en Syrie. Et ensuite en prenant l'initiative pour éviter ce qui nous menaçait, que la Syrie ne soit élue dans ce Conseil de sécurité. Je me réjouis qu'aujourd'hui le Koweït ait présenté sa candidature et qu'ainsi la Syrie puisse être écartée. Et puis enfin, devant la difficulté d'obtenir des résultats à New York, nous avons agi au niveau européen. Je ne peux pas laisser dire que l'Europe n'a rien fait. Nous avons pris des décisions cette semaine. D'abord, la décision d'un embargo sur les armes en destination de la Syrie. Ensuite, la révision de notre politique de coopération avec la Syrie, en ne laissant subsister que les programmes qui peuvent bénéficier à la population. Et enfin, l'inscription sur une liste de 13 personnalités syriennes qui seront frappées d'interdiction de déplacement ou de gel de leurs avoirs financiers. Nous aurions souhaité que sur cette liste figurât le président Bachar al-Assad. Nos partenaires ont estimé que c'était encore prématuré et qu'il fallait prendre du temps. Nous ne renonçons pas à arriver à ce résultat. Voilà ce que nous avons fait et nous continuons notre travail de conviction. Je ne crois pas qu'on puisse dire que dans ce domaine, la diplomatie française, sous l'impulsion du président de la République, n'ait pas été cohérente et volontaire. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est maintenant à Madame Nicole Bricq pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. La confrontation avec l'actualité est rude pour le gouvernement quand, dans le même temps, il s'attaque aux plus faibles au travers des velléités de certains de ses membres, au travers du RSA précisément, et en même temps, il garde une certaine complaisance vis-à-vis des rémunérations des hauts dirigeants des établissements bancaires et financiers. Et pourtant, les uns et les autres, ici, nous avions, en octobre 2008, porté un diagnostic commun. Les rémunérations exorbitantes dans le domaine de la finance et de la banque avaient entraîné des prises de risques irresponsables qui avaient abouti à ce que la partie développée de la planète subisse une crise dont nous ne sommes pas sortis. Et justement, quand le gouvernement a demandé aux parlementaires
d'apporter le soutien de la nation au travers de leur vote en octobre 2008 pour que les banquiers, les banques, les établissements financiers puissent bénéficier de prêts et de garanties de l'État, nous avons été les uns et les autres prêts à le faire. Et seulement une partie de l'hémicycle a demandé des contreparties. Le groupe socialiste avait demandé des contreparties en matière de rémunération. Alors, Madame la ministre de l'Économie et des Finances a pris un arrêté pour transposer une directive européenne qui conduisait à une certaine complaisance vis-à-vis des établissements financiers et bancaires, puisqu'on passait d'une directive européenne où la volonté du législateur était très claire, les rémunérations devaient être équilibrées entre la partie variable et la partie fixe, et ça s'est traduit, c'est peut-être une erreur de traduction, en approprié. Alors, est-ce que c'est approprié que le président directeur général de la banque, la BPCE, touche 1,6 million pour 2010 et que la part variable soit de 66%? Et que, je n'ai pris que ces deux-là, parce que c'est deux anciens collaborateurs du président de la République, et que le PDG de la Société Générale, lui, touche 4,3 millions, dont une part variable de 77%. Alors, il paraît que le président de la République s'est émis de cette situation, si j'en crois la presse, et il a dit il faut faire à son gouvernement, il faut faire quelque chose. Bon, mais il avait déjà dit en février 2008 que l'autorégulation et les rémunérations excessives, c'était fini. Eh bien non, les affaires reprennent. Donc, Monsieur le ministre du Budget, vous avez présenté hier à la Commission des finances du Sénat une loi de finances rectificative. Bon, donc vous avez un véhicule sous la main. Pourquoi attendre? Faites-le, comme les socialistes vous l'ont régulièrement proposé, soit par plafonnement, soit par taxation dissuasive Allez, pour vous à répondre, l'égard la de ces parole est à rémunérations. M. Baroin, ministre du Budget et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur, Madame Bricq. Le Président de la République est à l'origine de l'ensemble des conditions de réglementation internationale qui visent à tirer les leçons de la grande crise mondiale, dont une partie provient en effet d'un excès, d'une cupidité de la part de traders qui ont joué avec l'argent des autres et qui ont entraîné la crise bancaire que nous avons connue. C'est en effet à Pittsburgh, ne vous déplaise de cette situation, Madame Bricq, c'est en effet à Pittsburgh que le président de la République a souhaité que le G20 mette en place un dispositif de régulation concernant les bonus et l'équilibre de ces rémunérations entre les parts variables et les parts fixes. C'est ensuite le président de la République, avec l'énergie de la ministre de l'économie Christine Lagarde, que la Commission européenne a adopté un dispositif de régulation européenne concernant l'encadrement de ces rémunérations. La France a transposé cette directive européenne. Le porte-parole du commissaire Barnier a donné le feu vert pour cette transposition et nous sommes maintenant dans un état de droit qui, depuis le début de la législature, permettez-moi de vous le rappeler, est passé par la loi TEPA avec une taxation additionnelle sur les stock options, puis des obligations pour le mandataire social d'assurer la transparence de sa rémunération, puis au cours de la loi de finances 2011, le gouvernement a pris l'initiative de doubler les cotisations sociales concernant les retraites chapeaux. Faut-il aller plus loin? Il est incontestable que la situation actuelle de la distribution des bonus et le décalage qui peut exister entre la part variable et la part fixe nourrit la réflexion au sein de la majorité, nourrit la réflexion au sein du gouvernement. Je veux dire que nous souhaitons travailler dans le cadre d'une justice sociale. Je veux dire aussi que nous souhaitons mieux encadrer naturellement des dispositifs qui peuvent heurter légitimement le contrat social qui nous lie. C'est la raison pour laquelle, oui, nous réfléchissons à des modalités pratiques sur les très hauts salaires. Nous n'ouvrons pas pour autant la porte dans le cadre de la réforme fiscale sur une tranche marginale de l'impôt sur le revenu, car il ne s'agit pas de transférer une fiscalité du patrimoine sur une fiscalité du travail, mais nous ouvrons le débat, en effet, sur la problématique des très hauts salaires pour que ce soit plus juste, plus équilibré et donc plus accepté par la société tout entière.
Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant au président Adrien Gauthieron pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait au ministre de l'Agriculture, de l'Aménagement du Territoire et de la Pêche. Elle veut en effet appeler l'attention du gouvernement sur une préoccupation que partagent, je crois, beaucoup de nos compatriotes, puisque je veux parler de la sécheresse. Selon Météo France, le mois d'avril a été le plus chaud depuis 1900, mes chers collègues. Et le risque de voir se reproduire la situation de 1976 que beaucoup d'entre nous ont en tête est très grand. Je veux me faire ici l'écho de ceux qui souffrent de cette situation absolument exceptionnelle et qui subissent de plein fouet cette sécheresse. Bien entendu, les agriculteurs et notamment les éleveurs. Je pense pouvoir m'exprimer au nom d'un certain nombre de mes collègues de tous les départements, car je crois que la plupart des départements sont touchés par cette situation. La situation hydrologique dans mon département, la Haute-Loire, est particulièrement préoccupante. Elle affecte l'ensemble du département. Je veux dire que le fourrage va manquer. Il manque déjà dans beaucoup d'exploitations. Les éleveurs vont être conduits à acheter ce fourrage, à un prix très élevé. Or, beaucoup d'entre eux en sont tout à fait incapables. Leur situation financière est très dégradée, leur trésorerie est exsangue et la situation des exploitations ne permet donc pas ces achats. En dernier recours, il est certain que beaucoup d'entre eux seront conduits à décapitaliser et c'est dramatique. Quant aux céréales, elles sont très touchées, on le sait. La germination des maïs ne se fait pas. La croissance de l'orge d'hiver et des blés est très faible. Quant à l'herbe, les troupeaux ont été mis en pacage au moins un mois avant la date habituelle et l'herbe ne repousse pas. Beaucoup d'exploitations ont commencé leurs travaux d'ensilage avec des semaines d'avance et le rendement de cet ensilage est réduit parfois des 2/3. Le monde agricole souffre depuis de nombreuses années, on le sait, et certaines exploitations sont au bord de l'asphyxie. Je crois savoir que le gouvernement va réunir lundi prochain un comité sécheresse. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, ce qui est envisagé pour répondre à l'urgence immédiate de cette situation? Qu'entend faire le gouvernement pour répondre à la détresse de beaucoup de nos compatriotes? Merci, Monsieur le Président. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Benoît Apparu, secrétaire d'État. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gauthieron. Nous venons de connaître, vous venez de l'évoquer, un mois d'avril qui est, selon les relevés de Météo France, parmi les plus secs depuis 1959. En avril, les précipitations ont été 3 fois moins importantes que la normale. Il a fait plus chaud de 4 degrés. Et malgré les pluies de l'automne 2010, nous allons donc démarrer une saison estivale avec des nappes phréatiques qui ne sont pas rechargées et une sécheresse importante des sols superficiels, comme vous pouvez le connaître dans votre département. Nathalie Kosciusko-Morizet était évidemment particulièrement vigilante sur ce sujet. Nous avons pris déjà un certain nombre de décisions. Sur le plan départemental, les préfets prennent dès à présent des mesures de restriction, en commençant bien évidemment par les usages les moins prioritaires, à savoir le remplissage des piscines privées ou le lavage des voitures. L'objectif pour nous est évidemment de gérer au mieux la ressource pour privilégier les usages économiques de cette ressource. Une vingtaine de départements sont d'ores et déjà concernés. Sur le plan national, la ministre a décidé de réunir dès lundi prochain la commission de suivi hydrologique du Comité national de l'eau, dit comité sécheresse, afin de faire un point sur l'état des sols et des nappes et sur les mesures envisagées. Du côté de l'agriculture, les enjeux sont évidemment tout aussi importants et Bruno Le Maire est inquiet pour les grandes cultures et pour l'élevage. D'ores et déjà, il a pris un certain nombre de mesures. Il est désormais possible d'utiliser les jachères sans restriction. Concernant la paille, enjeu important que vous avez soulevé, il faut bien évidemment jouer à plein la solidarité pour qu'elle puisse être réservée en priorité aux éleveurs. On ne peut d'ailleurs que se féliciter des initiatives prises en la matière par la FNSEA avec des contrats de vente de paille entre départements.
Enfin, vous évoquez le problème des assurances, notamment des assurances récoltes. Cette suspension ne concerne, je vous le rappelle, que les nouveaux souscripteurs. Les agriculteurs qui procèdent au renouvellement de leur contrat ont la possibilité de le faire jusqu'au 15 mai. Mais bien évidemment, le ministre de l'Agriculture reste vigilant pour que les pratiques commerciales des assureurs respectent évidemment la réglementation en vigueur. Comme vous le voyez, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire travaillent évidemment de concert pour permettre une meilleure gestion de la ressource, donner de la visibilité et notamment en premier lieu à la profession agricole. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Michel Teston pour le groupe socialiste. 2 minutes 30, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. La Poste a annoncé récemment le lancement au 1er octobre prochain d'une nouvelle offre dite de courrier rapide, SIC, pour les particuliers et les entreprises en J+2. Dans son communiqué, la Poste précise vouloir réduire ainsi son empreinte écologique et garantir un niveau de fiabilité et de qualité de service plus élevé. Toujours selon la Poste, le nouveau service est censé s'inscrire dans une optique de développement durable en limitant le transport aérien à la Corse et au Dôme. La nouvelle offre se veut aussi plus économique, avec un nouveau timbre au prix de 57 centimes. Quel que soit le soin apporté par la Poste à justifier cette refonte hautement symbolique de son offre, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de mettre en place un courrier à 2 vitesses pour favoriser la distribution à J+2. En effet, le prix du nouveau timbre étant plus bas que celui du timbre habituel, qui va passer à 60 centimes au 1er juillet prochain, le nombre de courriers distribués à J+2 va très probablement fortement augmenter. Le risque est donc réel d'un vrai recul en matière d'acheminement du courrier par rapport à la situation actuelle, certes imparfaite, mais où plus de 83% des lettres prioritaires sont distribuées à J+1. Je vous rappelle qu'à la demande du chef de l'État, la majorité présidentielle a voté en 2009 la transformation de la Poste en société anonyme, ouvrant ainsi la voie à l'entrée ultérieure d'actionnaires privés dans le capital de la Poste. Le gouvernement va-t-il maintenant avaliser un nouvel affaiblissement du service public postal en acceptant que la distribution du courrier à J+2 devienne à terme la règle? Opposé à cette évolution prévisible, le groupe socialiste du Sénat attend une réponse claire à cette question. Eh bien, pour vous répondre, la parole est à Monsieur Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Teston, vous le savez, la loi du 9 février 2010 a renforcé la présence postale sur le territoire avec l'obligation désormais inscrite dans la loi de maintenir également dans le 9e, mais absolument, Monsieur le sénateur, je vous remercie de reconnaître qu'il y a là d'ailleurs une poste centrale, rue Choron dans le 9e, c'est bien. Maintenir donc un réseau postal, vous voyez que je connais un tout petit peu la Poste, réseau postal constitué d'au moins 17 000 points de contact. 17 000 points de contact, 90% de la population, Monsieur Teston, 90% de la population est située à moins de 5 km d'un point de contact, notamment en Ardèche, Monsieur Teston. La part de la population distance de plus de 5 km du réseau postal, quant à elle, la distance qui les sépare de ce réseau ne saurait dépasser 20 minutes de trajet automobile. Au total, ce dispositif a été complété, comme vous le savez, par un contrat de présence postale territoriale signé en janvier 2011 entre l'État, l'Association des maires de France et la Poste. Il a accru la contribution financière de l'État, qui est passée à 170 millions d'euros, et un décret venant spécifier cette part de l'État est en ce moment
sur le point d'être signé. Il est présenté à la Commission européenne par le Conseil d'État. Ce contrat prévoit de maintenir dans chaque département un nombre de points de contact en zone prioritaire, notamment dans les communes rurales. Il est aussi précisé que les horaires d'ouverture ne peuvent pas être modifiés, Monsieur Teston, vous le savez, vous avez, je crois, travaillé sur ce sujet, sans l'accord du maire. C'est sans précédent en fonction de l'activité économique et sans l'accord du maire. Donc prétendre, comme vous le faites, qu'il y a affaiblissement du service public est une erreur. Je m'inscris en faux contre cela. La Poste est en train d'être modernisée, mesdames et messieurs les sénateurs. Elle n'a jamais été aussi proche des Français. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant au président Philippe Adnot pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, mon cher collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Richert, ministre en responsabilité des collectivités territoriales. Et elle appelle de sa part une confirmation du caractère purement indicatif du seuil de 5 000 habitants qui a été mentionné à l'article L5210 du nouveau Code général des collectivités territoriales issu de la loi de réforme des collectivités que nous avons votée récemment, même si chacun sait ce que je pense de ce texte. En tout cas, c'est ce qui est en train de s'appliquer et le sens de la lettre de la loi porte bien ce seuil au rang des orientations à prendre en compte par le schéma départemental de coopération intercommunale. Tel en est aussi, et c'est ce que je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous assurer, l'esprit. Qu'il s'agisse en effet des travaux préparatoires à la réforme, des déclarations faites par Monsieur le Premier ministre à l'occasion du Congrès des maires, indiquant très clairement qu'il s'agissait là de quelque chose qui avait un caractère non impératif et non normatif, je souhaite que ce soit réaffirmé. La maxime latine qu'avait utilisée votre prédécesseur dans cet hémicycle et qui consistait à montrer que les actes ou les contrats doivent être entendus ou compris dans le sens où ils produisent un effet et dans celui où ils n'en ont aucun, résumait bien la portée purement indicative de ce texte. Monsieur le ministre, cette souplesse demandée et actée par le Parlement a été longuement débattue dans cet hémicycle. Elle trouve son fondement dans les différentes réalités démographiques. 5 000 habitants, ça ne veut rien dire dans la région parisienne, mais dans mon département où il y a des secteurs à 12 habitants au kilomètre carré, ça n'a aucun sens de vouloir avoir une seule et même règle. Et donc, vous avez fait une circulaire en décembre 2010, elle donne au préfet les premières indications, elle rappelle qu'il s'agit d'orientation. Malheureusement, elle est aussi bien plus restrictive et elle est comprise localement d'une manière directive. Et les retours que nous avons tous ici, tous mes collègues qui nous sont rapportés, eh bien, c'est qu'on essaye de forcer la main aux élus. Et donc, moi, ce que j'attends de votre part, Monsieur le Ministre, c'est que vous confirmiez qu'il s'agissait bien de quelque chose d'indicatif, que vous vous engagiez à le redire à l'ensemble des préfets. Il faut maintenant terminer. J'en ai terminé. Et que le seuil n'est donc pas obligatoire, mais qu'il est indicatif. Nous serions agréablement intéressés, Monsieur le Ministre, à ce que vous le confirmiez. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Philippe Adnot, dans la très grande majorité des départements, les préfets ont présenté à la Commission départementale de coopération intercommunale un projet de schéma qui propose d'atteindre les objectifs que nous avons assignés à la réforme de la carte intercommunale. Parmi ces objectifs, le principal est de faire en sorte que les périmètres de ces EPCI correspondent mieux au bassin de vie qu'ils administrent. C'est l'efficacité qui est en cause. Parmi ces objectifs, c'est d'atteindre au minimum 5 000 habitants dans les regroupements au niveau de ces EPCI. Pour autant, je veux repréciser ici ce qui a été clairement dit lors des débats, c'est que c'est un objectif que nous souhaitons atteindre,
mais que cet objectif souffre notamment d'exceptions, en particulier de deux. La première, c'est pour les zones de montagne, et la deuxième, c'est lorsqu'il y a des situations particulières qui peuvent le justifier dans les départements, comme par exemple la densité démographique. Je veux redire ici, puisqu'on parlait de citation, une citation de Joseph Joubert qui disait « Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire ». C'est un peu ce que nous pouvons comprendre au travers de ce que le Parlement et le gouvernement ont coproduit en ce qui concerne ces EPCI de 5 000 habitants au minimum. Permettez-moi pour terminer simplement de redire ici que nous souhaitons par ailleurs que dans ce travail qui est maintenant engagé, à partir du schéma soumis par le préfet, il y a 3 mois de concertation avec les EPCI, avec les communes, et 4 mois de débat à l'intérieur de la commission départementale. C'est-à-dire que nous avons 7 mois devant nous, et que ces 7 mois doivent être mis à contribution dans le cadre d'un vrai dialogue, d'une vraie concertation, pour faire en sorte que nous puissions avoir, dans le maximum de cas, une solution qui puisse être acceptée par les élus et par tout simplement le préfet au travers de ceux qu'il représente, à savoir la traduction qui a été voulue d'un texte que nous avons très largement porté ensemble. C'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, au-delà des difficultés ponctuelles, ce qui doit nous réunir, c'est la volonté d'aller de l'avant et de trouver des solutions dans le cadre d'un débat que nous voulons constructif. Voilà la réponse concrète que je souhaite apporter à notre collègue Philippe Adnot. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, il m'est particulièrement agréable de saluer la présence dans notre tribune d'honneur de 3 délégations de parlementaires. La première de l'Assemblée nationale de la République du Congo, conduite par Monsieur Sylvestre Osiala, président de la Commission de l'économie et des finances. La délégation ayant été accueillie au Sénat par notre collègue Christophe André Frassa. La deuxième, le collègue député slovène. Voilà, vous venez d'assister à la session des questions au gouvernement. Nous, on refait la séance dans quelques secondes. On refait la séance sur Public Sénat, juste à côté de l'hémicycle. Avec nous sur le plateau, Marianne Monchamp, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Avec vous, on va aborder tout un certain nombre de thèmes, mais je voudrais tout d'abord aborder cette question d'actualité qui agite notamment la majorité au sujet du RSA et des propos de Laurent Wauquiez qui a dit que l'assistanat était l'un des cancers de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Je crois que sur ce sujet, la polémique est close. En revanche, ce qui est très intéressant... Vous pensez que la polémique est close? La polémique est close. Le chef de l'État, le Premier ministre ont souhaité apaiser une situation qui nous renvoie à un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est dans la France de 2011 qu'un minimum social? À quoi ça doit servir? Ça doit servir à lutter contre la pauvreté. Tout à l'heure, Roselyne Bachelot l'a très bien rappelé. Ça doit servir aussi à nos compatriotes qui sont le plus éloignés de la vie sociale, le plus éloignés de l'emploi, à retrouver le chemin de la vie sociale, d'une capacité à travailler, bref, d'un rétablissement social. Et l'esprit du RSA, c'est celui-là. C'est celui de conjuguer un revenu à une capacité à rebondir, et les Français sont très en attente de cette capacité. Mais Laurent Wauquiez, qui s'est exprimé encore une fois dans le journal Le Progrès ce matin, qui est revenu sur ses propos, qui a affirmé ses propos, et je pense qu'il a voulu aller un petit peu plus loin, et notamment sur l'assistanat. Jean-François Copé l'a rejoint en lui disant que l'assistanat serait un des enjeux majeurs de la campagne de 2012. Vous êtes d'accord, vous qui avez une fibre très sociale, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, si vous voulez, ce que j'observe, c'est que quelque chose nous différencie des politiques sociales de gauche. Dans la majorité présidentielle et à travers toutes les réformes sociales du quinquennat, nous n'avons cessé d'affirmer que nous croyons à la capacité de l'individu à se rétablir socialement, à retrouver meilleure fortune. Pour cela, il faut que la collectivité soit active, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle apporte des aides qui sont les minima sociaux notamment, mais ça ne suffit pas.
On ne peut pas faire taire en quelque sorte nos compatriotes qui sont sur le bord de la route en leur disant écoutez, vous émargez à un guichet social, ça suffit. Il faut en même temps leur donner la capacité de ce rétablissement. Et ce rétablissement passe par des politiques de santé quand ils sont frappés par la maladie, par des politiques de compensation quand ils sont frappés par le handicap et par des politiques sociales, d'inclusion sociale, de retour à l'emploi quand ils sont effectivement éloignés de la vie sociale. Madame Montchamp, c'est un sujet qui risque beaucoup de cliver pendant la campagne électorale. Est-ce que vous pensez que là, l'UMP a voulu s'engager sur une voie, peut-être une voie sans issue? Je crois que l'UMP a ouvert un débat et comme toujours, j'observe qu'il est normal que le parti majoritaire engage des débats sur des sujets qui sont de véritables sujets de société. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que la question sociale soit une forme d'éteignoir des problèmes de société. Nous devons apporter à nos compatriotes des réponses effectivement en soutien financier, mais également en récupération sociale. Alors, dernière question sur ce sujet avant de parler de la dépendance. Gérard Larcher, le président du Sénat, qu'on a entendu dans l'hémicycle tout à l'heure, s'était intervenu ce matin sur une radio et il a dit que Laurent Wauquiez était allé trop loin et qu'il devrait peut-être en tirer les conclusions. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Laurent Wauquiez doit en tirer les conclusions? Vous savez, je vais vous dire, quand on est mal compris ou insuffisamment compris, il faut évidemment se poser des questions. Mais ne restons pas sur l'écume des jours. Allons regarder ce qui, derrière ces dossiers et ces sujets, interroge notre société. Et moi, j'observe qu'effectivement, nous devons à nos compatriotes qui sont fragilisés, non seulement un soutien, mais encore plus que ça, la confiance de la collectivité pour les aider à se rétablir. Alors Marianne Montchamp, vous êtes en charge d'un des dossiers avec Roselyne Bachelot sur la dépendance, qui sera sûrement l'un des enjeux majeurs aussi des futures années, et notamment sera un des chantiers du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On va parler du financement dans un instant, mais sur le terrain, concrètement, vous en êtes où? Eh bien écoutez, nous avons devant nous une grande feuille de route avec 26 débats interdépartementaux, 4 débats interrégionaux. Je suis personnellement, comme Roselyne Bachelot, à la moitié de ce Tour de France et déjà nous avons capté de la part de nos compatriotes, de la part des professionnels, des remontées extrêmement intéressantes et précises sur la manière d'aborder ce sujet. Sur le financement, les pistes de financement, il y aura une 5e branche de la sécurité sociale, on va augmenter la CSG, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qui est certain, c'est qu'à l'automne, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, nous résoudrons les tensions qui existent sur notre modèle aujourd'hui, mais qu'il nous faudra questionner notre modèle d'accompagnement de la dépendance si nous voulons être capables d'apporter les bonnes réponses en qualité, mais aussi des réponses pérennes sur le plan financier. Excusez-moi Marianne Montchamp, mais juste une dernière précision. Est-ce que par exemple, il faudrait une 2e journée de solidarité? Est-ce qu'il faut augmenter la CSG? Ce sont des vraies questions de financement. Est-ce que vous avez des réponses déjà? Ce sont des questions. Il y a quelques principes essentiels. Le président de la République les a rappelés de manière très précise. Pas question de peser sur le coût du travail et de fragiliser notre économie. Pas question non plus de financer par le déficit ce qui relève de notre responsabilité collective. Il va donc falloir avoir de l'imagination et répondre en qualité à ce qui est aujourd'hui un débat de société. Merci beaucoup Marianne Montchamp d'être venue sur notre plateau et nous a rejoint une autre ministre, Chantal Jouanneau. Bonjour. Bonjour. Ministre des Sports. Une grande question a agité ces derniers temps votre ministère et également toute la classe du football français. Et du sport. Et du sport en général, bien entendu. On va en parler si vous le voulez bien. Et cet après-midi devait se tenir une réunion très importante à la Fédération française de football, Conseil fédéral. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est déroulé dans cette instance? Non, je ne sais absolument pas ce qui s'est déroulé à On n'a pas encore les informations. Je ne le saurai à mon avis qu'en fin de journée. Est-ce que vous attendez quelque chose aujourd'hui? C'est une réunion de conciliation, si on peut dire. Le principe est assez simple, c'est qu'en termes de respect de la loi, les 2 missions d'inspection ont montré qu'il n'y avait pas de faits objectifs qui permettent de dire on va saisir la justice parce qu'il n'y a pas eu respect de la loi. Par contre, c'est vrai qu'en interne, il y a eu une réunion désastreuse avec des propos extrêmement déplacés, même des idées déplacées, une réunion qui n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc on attend de la fédération qu'elle prenne des décisions en termes d'organisation, en termes d'audit de management et des décisions éventuellement en termes de sanctions, mais qui ne lui appartiennent qu'à elle. Je n'ai pas de pouvoir sur les personnes qui ne sont pas de mon ministère. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème avec... Vous n'étiez pas là effectivement pour couper des têtes. Non.
Mais vous êtes ministre des Sports de tutelle, donc c'est à vous aussi de prendre des sanctions ou des décisions s'il devait y en avoir. Je peux prendre des sanctions ou des décisions quand il y a atteinte à la loi. Je ne peux pas m'ingérer dans le fonctionnement interne de la fédération. Les personnes qui sont en cause dans ce débat, à part une personne, les personnes qui sont en cause ne sont pas sous contrat de travail du ministère, ne sont pas sous ma tutelle, et notamment le directeur, le fameux directeur technique national, Monsieur Blacard. En fait, il est nommé par le président de la fédération après avis du ministre des Sports. Il a été nommé, donc le fait d'aujourd'hui lui retirer ses fonctions appartient à la fédération. Et toute ingérence du ministère dans le fonctionnement interne serait automatiquement condamné par la FIFA, par l'UEFA, par les journalistes sportifs, par le mouvement sportif. On est là sur quelque chose d'ailleurs qui n'est pas très sain, parce qu'on confie des missions de service public à des fédérations, et on voit bien qu'en réalité, on n'a pas vraiment les moyens de contrôler ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand j'ai été nommée, quelques semaines après, j'ai demandé une mission d'inspection conjointe de notre ministère et du ministère des Finances, pour justement voir comment l'argent public est utilisé, comment on rend compte de cette mission de service public et comment nous pourrions avoir des sanctions plus organisées. Quand vous parlez de service public, si on peut aller un tout petit peu plus loin, vous voulez dire que le football est un service public, en tout cas la fédération est un service public, elle a donc des comptes à rendre? Le football, comme tous les sports, il participe à des missions d'intérêt général. Mais le football est un sport roi, on va dire. Le football est sport roi, mais tous les sports participent aux missions d'intérêt général. On les finance à l'échelle nationale, on les finance localement. Moi, j'ai plus d'effectifs dans les fédérations qu'au sein de mon propre ministère. Donc, et ça, en échange effectivement de missions d'intérêt général et de service public. D'abord, le rayonnement de la France, donc le sport de haut niveau, mais surtout, et peut-être plus encore aujourd'hui, des missions de cohésion, de lutte contre les discriminations. Donc ils ont aujourd'hui des comptes à nous rendre sur ces sujets et on verra les décisions qu'ils prendront et en fonction du de ça... Du Conseil fédéral, vous les attendez avec impatience quand même? Je les attends avec impatience et en fonction de ça, on adaptera notre propre fonctionnement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça touche le sport en général. Vous sentez là un problème de discrimination? Est-ce que vous allez lancer quelque chose à ce propos? C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est extrêmement malsain de s'imaginer qu'on puisse mettre des quotas en fonction des origines, en fonction de la nationalité ou de la couleur de peau dans le sport. C'est contraire à l'éthique du sport qui veut qu'on sélectionne les meilleurs physiquement et mentalement. Et comme l'a très bien dit d'ailleurs Laurent Blanc dans cette réunion, je reprends ces termes, il a dit « Moi, si j'ai une équipe entre guillemets de blacks, ça me va très bien, dès lors qu'ils aiment l'équipe de France et qu'ils ont envie de jouer pour la France. » Et c'est ça le seul sujet qui vaut la peine d'être posé. C'était le problème des binationaux, mais il y a aussi un entraîneur qui se doit de respecter sa parole. Il y a un entraîneur qui se doit de respecter sa parole. Il y a des joueurs qui se doivent de respecter le drapeau. Est-ce que c'est le rôle d'un entraîneur de l'équipe de France, un sélectionneur de l'équipe de France, d'être présent dans ce genre de réunion? Il n'est jamais présent dans ce genre de réunion. C'est absolument exceptionnel. Il est venu à la demande du directeur technique national. Donc il n'était pas, lui d'ailleurs, préparé au contenu du débat. Un débat sur la question des quotas, il n'était pas préparé à ce débat. Donc je ne pense pas qu'il y retourne, honnêtement. Une question sur les sénatoriales. Ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'on ne pouvait pas être parlementaire à mi-temps. Vous êtes candidate pour les sénatoriales, vous êtes ministre des Sports. Quel sera votre choix? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous comptez démissionner? Je suis candidate au sénatorial pour être sénateur, ou plus exactement sénatrice d'ailleurs. Sénatrice. Donc après, la question du maintien au gouvernement, elle ne m'appartient pas. Elle n'appartient qu'au Premier ministre, au Président de la République. Et donc moi, je suis très simple. Je ferai ce qu'ils me disent, mais moi, je suis candidate pour être sénatrice. Mais candidate aussi pour rester ministre des Sports au cas où? On n'est jamais candidat pour rester ministre des Sports ou pour rester ministre. Je suis candidate pour être sénatrice, point. Maintenant, la composition du gouvernement, elle ne m'appartient pas. Ni rester, ni partir. Mais ça, je pense que c'est une erreur de dire je suis candidate pour être ministre. On n'est jamais candidat pour être ministre, ça ne nous appartient pas. Merci beaucoup Chantal Joanneau, ministre des Sports. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Public Sénat. Et maintenant, à ma gauche, évidemment, François Rebsamen. Vous êtes sénateur de Côte-d'Or, du Parti Socialiste, c'est pour ça que j'ai précisé à ma gauche. Vous avez entendu toute cette polémique autour du RSA et des propos de Laurent Wauquiez. Le Parti Socialiste va-t-il se saisir de cette polémique pour augmenter encore une fois cette polémique et monter encore d'un créneau, ou au contraire vous comptez un petit peu rétro-pédaler et dire c'est une erreur, on accepte et on s'arrête là?
Non, bien sûr que c'est une erreur. C'est une erreur qui est aujourd'hui reconnue par le Premier ministre. Mais ce qui me frappe le plus, c'est cette obsession gouvernementale à stigmatiser les gens qui ont le moins de revenus à travers les propos et les traiter, j'ai même lu des mots qui sont très violents, cancer de la société. Comme à propos de l'assistanat. Oui, alors que aujourd'hui, c'est pas les personnes les plus pauvres qui sont assistées, ce sont les personnes les plus riches. Elles sont assistées par le gouvernement. Il assiste, ce gouvernement, en permanence, les personnes les plus riches pour faire en sorte qu'elles payent moins d'impôts. Donc c'est un dévoiement total aujourd'hui de l'esprit de solidarité qui doit régner dans la République. Il n'est pas concevable de pointer du doigt comme ça celles et ceux qui ont du mal à vivre ou à survivre. 7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est pas concevable, moi, pour un républicain, je le crois, de les pointer du doigt et dire voilà, le cancer de la société, c'est l'assistanat. Et vous sentez là un vrai clivage entre le Parti socialiste et l'UMP? Je pense qu'il traverse également l'UMP, c'est mon sentiment. Je pense qu'il y a au sein de l'UMP des personnes qui sont des républicains et qui sont choqués par ces propos, parce que ça touche au fondement de la République. Comment peut-on concevoir? Moi qui suis maire, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, dans nos centres d'action sociale, on reçoit des personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Je ne vais pas faire du misérabilisme quand je vous dis ça, c'est la vérité. Qui n'arrivent pas à payer leurs factures EDF, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui sont surendettés. On les reçoit, on en reçoit de plus en plus, malheureusement. Tout le monde aimerait qu'il y en ait moins. Et les pointer du doigt en disant voilà, il y a un problème, un cancer, l'assistanat. Non, c'est pas de l'assistanat, ils aimeraient bien pouvoir travailler. François Rebsamen, c'est du travail qu'il faudrait leur donner. Je vous coupe et je renvoie la balle directement vers le Premier ministre, ancien Premier ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Pierre Raffarin, vice-président du Sénat. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'avec cette polémique qui a été créée par Laurent Wauquiez, une certaine catégorie de personnes ont été pointées du doigt? Je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur les polémiques et moi je ne veux pas participer à cette polémique. Au fond, le RSA, tout le monde sait très bien que c'est un processus utile, mais c'est une démarche complexe. Et il faut, après que nous l'ayons mis en œuvre, il faut l'analyser et l'améliorer. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'effets qui ne sont pas positifs et d'autres qui sont très positifs. Le RSA a été fait pour permettre à un certain nombre de gens de sortir de la trappe à pauvreté. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de situations qui sont positives et qu'il faut corriger un certain nombre de défauts. Donc il ne faut pas en faire trop sur ce sujet, mais avoir l'ardeur que met le Parti socialiste à défendre le RSA, je trouve que c'est un des mérites de cette polémique, de rappeler que le Parti socialiste n'a quand même pas voté le RSA. Donc c'est vers vous que se retourne la question finalement. C'est bonne guerre. Martin Hirsch avait proposé le RSA pendant la campagne. On a un peu en commun, lui. Pendant la campagne de 2007, et donc nous avons soutenu la démarche de Martin Hirsch. Après, les modalités ne nous plaisaient pas, peut-être parce qu'il y avait les imperfections, vient de soulever Jean-Pierre Raffarin. Mais sur le fond, l'idée, bien sûr, portée par Martin Hirsch, était intéressante et personne ne l'a nié. Donc moi, ce que je pointais du doigt tout à l'heure, c'était cette faculté qui existe aujourd'hui au sein de ce gouvernement de cliver notre société, de chercher toujours à opposer les uns aux autres. Et je sais que ça choque à l'intérieur de la majorité. Et donc, quand c'est un appel à la cohésion sociale qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas un appel à la division et au clivage. Je suis désolé, mais je suis obligé Merci beaucoup. On sait que vous devez partir. Merci François Rebsamen. Connaisseur de l'UMP. Merci de cet appel généreux. Justement, en parlant de l'UMP, ce matin, dans un journal, ou dans un quotidien, Le Figaro pour pas le nommer, vous aviez dit qu'il fallait inventer une nouvelle rupture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez déclarer par nouvelle rupture? Je pense que l'élection de 2012 ne sera pas déterminée par la situation de 2007, mais plutôt par la situation de 2015. C'est-à-dire, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord identifier les grands enjeux de la société française. Il y en a plusieurs. Il y a un enjeu européen, puisque l'Europe est aujourd'hui menacée. On a un enjeu de cohésion sociale. On a un enjeu éducatif. Il y a aussi un enjeu moral dans la société, sur les valeurs morales. Et je pense que les élections doivent se définir comme une réponse à des enjeux. Donc, plutôt que de partir de la situation de 2007, je crois qu'il faut regarder quelles sont les crises qui sont devant nous et comment apporter des réponses à ces crises. De ce point de vue-là, j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy et l'équipe de Nicolas Sarkozy peuvent être la meilleure réponse à ces enjeux. Encore faut-il expliquer aux Français les enjeux
qui concernent leur avenir. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on regarde assez vers l'avenir ? Je ne le crois pas. Quand Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, ou François Fillon ont fait leur bilan, 4 ans de bilan, finalement, c'est un peu un retour en arrière. On regarde le passé, on ne se projette pas vers l'avenir. C'est dommage qu'on ne regarde pas assez l'avenir, mais le gouvernement est dans son rôle de faire son bilan, comme tout le monde. Le maire fait son bilan, le président du conseil général fait son bilan. Donc, à partir du moment où vous avez été élu, vous vous rendez compte. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est non seulement de regarder l'avenir, mais c'est aussi d'ouvrir sur les nouvelles générations. Quand vous prenez un sujet comme l'environnement, par exemple, l'environnement, c'est travailler pour les générations futures. Mais quand vous prenez la question de la dette et la réduction de la dette, c'est aussi travailler pour les générations futures qui supporteront cette dette. Donc au fond, il faut s'ouvrir et au lieu de, je pense, de s'entêter trop à vouloir expliquer le passé, il faut anticiper l'avenir et apporter les réponses. Ça, c'est un appel pour Nicolas Sarkozy, le futur candidat, pour qu'il se projette vers l'avenir. Moi, je pense que c'est en se projetant sur les difficultés que nous devons affronter qu'on trouvera les réponses. Et ce que Nicolas Sarkozy a de plus fort par rapport à ses concurrents, c'est à la fois son expérience et aussi son intelligence. Et je pense que s'il se définit, non pas par rapport à son histoire personnelle, mais par rapport aux enjeux de la société, il peut être, en 2012, la bonne réponse. Dernière question, rapidement, Jean-Pierre Raffarin. Le Parti radical se réunit ce week-end. Jean-Louis Borloo pourrait annoncer, dans ces cas-là, un divorce à l'amiable avec l'UMP, quitter l'UMP et peut-être se porter candidat à la présidentielle. C'est pour vous un échec de l'UMP ou est-ce qu'au contraire vous voyez ça d'un bon œil ? On va voir. Il y a deux sujets différents. La candidature, je crois que c'est une question anticipée. D'une manière générale, tous ceux qui jouent la carte de l'anticipation le regretteront, car l'anticipation d'une élection, ça dessert toujours ceux qui l'utilisent, cette démarche. En revanche, qu'il y ait besoin de renouveler le centre. C'est vrai que le centre a toujours été dans la vie politique française un élément déterminant. Mais la plateforme du centre qu'avait fédéré Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit la décentralisation, que ce soit l'Europe ou les idées libérales sur le plan économique, il est clair que ces idées sont aujourd'hui dans le patrimoine de l'UMP. Donc il y a de nouvelles idées aujourd'hui. Il y a la proximité, il y a l'environnement, le développement durable, la croissance verte. Donc pourquoi pas une candidature ? Donc, je pense qu'avant la candidature, il faut trouver le message. Et je pense que le centre sans frontières, que ce soit le centre dans l'UMP, le centre à côté de l'UMP, le centre en dehors de la majorité, il y a du centre aujourd'hui partout. Ce qui compte, et si Jean-Louis Borloo veut être utile, c'est d'essayer de participer à cette rénovation de la pensée du centre. Une fois que la pensée du centre sera renouvelée, rénovée, on pourra envisager son expression. Personnellement, je suis favorable à une expression du centre dans l'UMP. Mais la question aujourd'hui, c'est la question de l'idée, de cette rénovation des idées du centre. Et donc je pense que Jean-Louis Borloo, mais François Bayrou, mais Morin et d'autres ont plein de choses à dire aujourd'hui. Et il faut le dire sans oublier les centristes, les libéraux et les européens de l'UMP. Merci Monsieur le Premier ministre, merci d'être intervenu sur Public Sénat. Vous avez un successeur ici, voilà, particulièrement compétent, la personne d'Alain Fouché. Alain Fouché, merci pour la présentation. Alain Fouché, sénateur de la Vienne. Vous êtes spécialiste aussi des questions, on va dire, de sécurité routière, sur un sens large. Hier s'est tenu un conseil national sur la sécurité routière. Il y a eu des décisions prises, des décisions qui vont dans un sens plutôt bon ou pas pour vous ? Alors, attendez, il faut peut-être rappeler qu'au moment de la loi LOPSI, il y a eu des amendements qui ont été votés pour l'assouplissement du permis à points, donc qui n'ont aucun rapport avec le taux d'accident. Mais en même temps, il a été pris un certain nombre de mesures en ce qui concerne les accidents graves, notamment les chauffards, ceux qui conduisent sous l'état d'alcoolémie, ceux qui conduisent avec de la drogue. Donc des mesures très précises ont été prises déjà. C'est le renforcement des amendes et des peines de prison pour ces grandes infractions. Il faut devenir un délit si jamais on dépasse de 50 km/h. Je parle de ce qui a été décidé il y a quelques mois, déjà, qui a été mis en place. C'est les peines fortes pour le trafic de points, c'est confiscation des voitures, c'est démarrage des voitures après éthylotest. Donc il y a toute une batterie de mesures qui a été prise. Là, de nouvelles mesures ont été prises. Il y en a on peut les rappeler rapidement, hein, si jamais on dépasse de 50 km/h, ça devient un délit. Évidemment, ça me paraît tout à fait normal. Évidemment, en état d'ivresse, sanctionné, un état d'ivresse supérieur à 0,5, sanctionné de 8 points au lieu de 6 actuellement. Aussi, une décision importante, c'est de supprimer les panneaux indiquant les radars. Et là-dessus, vous n'êtes pas forcément d'accord, je crois. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a d'autres sur lesquelles je suis d'accord, l'alcoolémie, le téléphone à la main, tout ça. Mais par contre, sur
Les radars, c'est quoi? C'est une machine à faire du fric, chacun le sait, c'est une pompe à fric. Bon, si je reprends les propos que tenait le président de la République il y a quelques années, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il avait dit qu'il fallait laisser cet affichage, ces panneaux, il fallait avoir cette nécessaire transparence pour éviter le sentiment d'être piégé. Donc je trouve aujourd'hui qu'avec ces panneaux, des quantités de gens vont être pris, des gens qui vont être à 58 ou 60 au lieu de 50. Il faut savoir qu'à 60, par exemple, si vous contestez l'amende devant le tribunal, si vous ne pouvez pas prouver qui conduisait votre véhicule, vous pouvez avoir une amende de 750 € ou des retraits de points. Donc ce sont les gens qui font les petits trajets tous les jours qui vont se faire prendre. Ceux qui sont plus riches pourront acheter des points. Donc en définitive, c'est les gens les plus faibles. Alors je ne trouve pas que cette mesure soit une bonne mesure et elle hérisse de très nombreux Français, je peux vous dire. Le reste, ça passe. Mais celle-ci hérisse de nombreux Français et je crois que le gouvernement... C'est une erreur, c'est ça que vous dites? Je pense que c'est une erreur parce que c'est pas comme ça qu'on peut arrêter l'insécurité. L'insécurité, c'est en faisant des formations, c'est non pas sans arrêt en mettant des amendes, c'est surtout en faisant des formations, en essayant de mettre les jeunes qui passent leur permis sur des circuits, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faire un effort d'éducation. Tout ceci est une question de comportement et il faut habituer les gens à avoir ce comportement et c'est pas ce qu'on fait. Puis il y a l'état des routes qui n'est pas bon globalement. Il y a d'autres aussi faits qui sont pas au point, je veux dire. Donc... Un effort d'éducation. Merci beaucoup Alain Fouché d'être venu sur notre plateau. Adrien Gouteyron nous a rejoint. Bonjour, sénateur UMP de Haute-Loire. Et vous voulez nous parler d'un sujet qui est très important pour la France actuellement, car la France connaît un taux de sécheresse comme jamais nous avons connu depuis près de 100 ans. Et les principales filières qui sont touchées, ce sont les éleveurs, les agriculteurs notamment. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui déclencher un plan d'urgence? Ouais, je pense qu'on ne peut pas rester insensible à cette situation. Vous l'avez dit vous-même, effectivement, cette situation est très grave. On a connu des sécheresses dans le passé. Tout le monde a en tête la sécheresse de 1976 qui a été absolument terrible. Celle de cette année l'est aussi. Donc il faut... On ne peut pas faire de comparaison. On ne peut jamais faire de comparaison. Mais c'est vrai que nous sommes à peine au mois de mai, nous sommes à peine à la mi-mai et c'est déjà quelque chose de très important. Je peux vous assurer que j'ai eu dans mon département des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Récemment, j'ai vu un agriculteur venir vers moi et me dire qu'il ne savait plus comment nourrir son bétail. Qu'il n'avait plus les moyens, il n'a pas les moyens d'acheter le fourrage, il n'a plus rien. On ne peut pas rester insensible à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Je pense qu'il faut tout de même prévoir un certain nombre de dispositifs et il faut leur permettre d'acheter des fourrages. Lorsque les fourrages sont disponibles. Il faut souvent aller les chercher loin, d'ailleurs. C'est pas évident. Bruno Le Maire a indiqué qu'il pourrait libérer ces fourrages et qu'il n'y aurait pas... Et qu'il allait libérer des terres mises en jachère. Qui ont été récemment mises en jachère. C'est une mesure, mais elle sera certainement insuffisante compte tenu de la gravité du problème. Je crois qu'il appartient au gouvernement maintenant de mettre en place toute une batterie de mesures en négociation, comme cela se passe dans cette profession, en négociation avec les syndicats agricoles. Moi, je suis persuadé qu'il faut aller très vite. C'est d'autant plus grave que la situation des exploitations agricoles est, on le sait, dans notre pays, pour beaucoup d'entre elles, extrêmement fragile. Leurs trésoreries sont exsangues et ils n'ont pas les moyens d'acheter le fourrage dont ils auraient besoin parce qu'il faut aller le chercher très loin, etc. Donc il faut trouver des moyens financiers. Adrien Gouteyron, est-ce qu'on pourrait imaginer un impôt sécheresse décidé en urgence? Je ne sais pas s'il faut un impôt sécheresse parce que l'expression même révulse un peu les citoyens. Peut-être le mot impôt fait peur, mais peut-être une... L'impôt fait peur, mais il ne faut pas stigmatiser une profession. Il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres. Et ce serait une mauvaise manière. Mais en revanche, je suis persuadé qu'il faut que la solidarité nationale joue et qu'elle joue à plein dans ces circonstances. C'est l'intérêt des intérêts. C'est bien sûr nécessaire vis-à-vis des intéressés eux-mêmes, des agriculteurs. Mais c'est nécessaire pour le pays. N'oublions pas que l'agriculture est pour nous un capital économique extrêmement important. Adrien Gouteyron, merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Jacques Ralite nous a rejoint. Bonjour Jacques Ralite, vous êtes sénateur du groupe communiste et membre de la commission de la culture. Et avec vous, peut-être, vous allez nous parler de Robespierre. Robespierre, il y a eu des manuscrits qui ont été retrouvés. Ces manuscrits seront mis en vente par la société Sotheby's le 18 mai prochain. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ces manuscrits? C'est quand même presque
révolutionnaire, si on peut parler de Robespierre. C'est-à-dire que ce sont des documents qui ont été gardés par la femme du conventionnel Lebas, qui était un ami de Robespierre au moment de l'exécution de Robespierre. Donc pendant 2 siècles et demi, la famille Lebas a gardé ces documents. Il s'agit de 113 feuillets. Une partie, c'est la correspondance que lui a adressée à Robespierre son frère, et une autre partie qui colle alors à 1794, c'est-à-dire que c'est l'ébauche de son discours au moment où il a été condamné à mort et exécuté. C'est donc quelque chose de très sensible, de très important qui a marqué l'histoire de France, et d'un seul coup ça apparaît sur le marché, et c'est quand même quelque chose d'époustouflant qu'on veuille vendre quelque chose qui vienne de l'incorruptible. Alors qui pourrait racheter ces documents? Oh, mais il y a toujours des gens, d'autant qu'il s'agit de documents, je dirais, chauds. Enfin, on n'a rien, parce que tout était jeté à ce moment-là. Les gens le détestaient, enfin les gens, une minorité, mais elle était suffisante pour le détester, et tout a été jeté. Donc ça nous revient 2 siècles, un peu plus de 2 siècles après, et c'est mis sur le marché. Alors, la tâche d'un État qui respecte ses responsabilités patrimoniales, c'est d'empêcher que ça parte ailleurs. Alors, ils ont plusieurs moyens. Il y a le moyen d'acheter, comme tout un chacun. Il y a le moyen de préempter au moment de l'achat. Et puis, il y a le moyen le plus commode, c'est de refuser un certificat d'exportation des capitaux, auquel cas personne ne fait monter puisqu'il ne pourra pas sortir. Et l'État, alors, a 30 mois pour régler la question. En tout cas, on aura ces fragments de mémoire nationale Absolument. et historique. On en reparlera bien entendu sur Public Sénat. Merci. Mais je voudrais quand même dire un petit mot, c'est que si on en parle On doit rendre beaucoup, antenne, mais je vous en prie, allez-y, si très on vite. en parle beaucoup, c'est que beaucoup de gens se sont mobilisés. Les historiens, de quelque tendance qu'ils soient, ceux de la Société des études robespierristes, mais d'autres, trouvent qu'il est scandaleux de vendre le patrimoine. Et comme ça devient une mode de vie en ce moment, on vend tout. On vend des immeubles, on veut vendre des toiles, on veut vendre des sculptures. Jacques Ralite, merci beaucoup. Merci d'être intervenu sur notre antenne. Rendez-vous bien sûr à 19h pour le journal sur Public Sénat. Merci et bonne fin de journée.